Merci Madame la sénatrice. Est-ce que vous voulez réagir, Monsieur Benoulad, à cette interpellation, et vous avez dit que vous reviendrez. Oh, gentil évidemment, mais le cadre y est propice. Et vous avez dit que vous reviendrez, j'imagine que c'est à cette occasion-là, sur la question des hijabeuses. Oui, il y a un aspect très important. Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est pas forcément dans les clubs que se fait le prosélytisme, et c'est pas forcément dans les clubs où se fait la radicalisation. Moi, je le vois à côté. Vous avez raison de citer les sports de combat. C'est l'un des foyers où il y a le plus de radicalisation. Ça a été d'ailleurs montré par des enquêtes. Mais je vois aussi beaucoup d'éducateurs sportifs, de bénévoles, qui font un travail remarquable avec très peu de moyens. Et mon propos, tout à l'heure, il était de dire que si on consacre une mission de service public aux fédérations, ce n'est pas forcément le cas avec les clubs. Ils ont une mission de service public à condition qu'ils soient en convention avec les collectivités ou qu'ils soient justement dans cette mission de service public. Et moi, je suis justement pour ce renforcement. Plus on mettra de clubs dans une mission de service public, plus on les accompagnera économiquement et en termes de moyens, plus on luttera contre les processus de radicalisation. C'est le propos que je voulais tenir. Sur les hijabeuses, nous sommes face à un lobby d'une minorité de personnes. C'est quelque chose qui est minuscule par rapport au nombre de jeunes filles qui pratiquent le foot aujourd'hui en France. Et c'est un lobby qui est d'abord un combat idéologique. Ce lobby, il est d'ailleurs très ancré aux États-Unis. C'est une manière de faire qui vient des États-Unis et qui est de dire on va mener un combat visible, remarquable, avec l'appui médiatique. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y ait des élus, vous avez raison là-dessus, on est d'accord, qui soient tombés dans le panneau, c'est le cas de Grenoble, faut être clair, on a eu le débat qui est venu à Grenoble, il y a ce débat qui est là. C'est à un moment donné comment on discute avec les fédérations et avec l'ensemble des élus sur cet aspect-là. Sur une chose qui doit être claire aussi dans le sport, vous avez évoqué de règles. La codification vestimentaire fait partie des règles. Et ce qui s'est passé la première fois qu'il y a eu la question du voile dans le judo, qui quand même pose problème sur les prises, etc., c'est la Fédération internationale qui a plié. Et le problème auquel on est confronté aujourd'hui en France, c'est que beaucoup de fédérations internationales ont plié sur ces sujets de vêtements, sur des codes vestimentaires, et ont adapté, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'adaptation, ont adapté leur règlement, ce qui n'est pas le cas encore de toutes les fédérations françaises, mais donc qui peut se décliner, et donc des pratiquantes utilisent le fait que des fédérations internationales ont évolué sur ces sujets et se sont adaptées pour l'imposer en France. Donc le débat, il est aussi international. Mais ce que je disais, et je veux réaffirmer ça, c'est comment des pays comme le Qatar, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, comment ils ont pu imposer ça dans les fédérations ? Par des enjeux économiques. Je suis désolé de le rappeler, mais parce que ces pays ont aussi mis beaucoup d'argent. Vous avez regardé le Tour de France. Regardez les équipes du Tour de France aujourd'hui. Vous avez une équipe Pogacar, qui est l'un des meilleurs cyclistes. Émirats Arabes, c'est les Émirats qui financent. Regardez les clubs de football aujourd'hui, les sponsors, d'où ils viennent. Ils viennent de ces pays, c'est le soft power. Eh bien, c'est en injectant énormément d'argent dans le sport qu'ils ont permis à faire pression au sein des fédérations internationales pour plier sur ce sujet et pour se donner une bonne conscience, une fausse culpabilité sur les questions féministes d'abord. Et moi, je suis désolé. Bon, on est nombreux, dès le départ en 2010, à avoir refusé la Coupe du Monde du Qatar et appelé au boycott. Sur des considérations, à l'époque, qui n'étaient pas les morts, puisque les chantiers n'étaient pas commencés. Donc il n'y avait pas encore de morts au Qatar. Mais sur le fait que c'était aberrant que le Qatar, qui était un pays sur lequel il n'y avait aucun stade, aucun club de foot, qui n'avait aucun lien avec le football, puisse accueillir cette Coupe du Monde. Et on sait très bien que l'accueil de cette Coupe du Monde, avant la création des chantiers, etc., c'était d'abord du soft power, et c'est une dimension économique. Je suis désolé de le rappeler, mais c'est d'abord des grands contrats économiques. Madame la sénatrice. Je crois qu'on est totalement d'accord sur les enjeux économiques de ces pays-là. Mais ce que je voulais préciser, c'est que ça n'empêche pas de nous battre, nous, au quotidien, contre cet islamisme, ce communautarisme qui gangrène notre pays. Mais je suis tout à fait d'accord. Moi, personnellement, le Qatar, je trouve ça scandaleux. Et les Jeux asiatiques, c'est la même chose, là encore.
Donc on voit bien, ça je suis d'accord. Avant de passer la parole à la salle, notre experte voudrait nous apporter ses lumières. Alors, la dimension économique est incontestable, mais je considère que dans cette affaire, dans le fait que le Comité international olympique et la plupart des fédérations ont cédé, c'est la dimension idéologique qui a joué un jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Iran a poussé son modèle, il a été entendu par les réseaux Femmes et Sport qui sont dominés par la vision anglo-saxonne. Dès 1994, il y a eu, et c'est Nawal El Moutawakel, la première médaillée musulmane marocaine, donc africaine, qui était à cette conférence et qui me l'a dit, la pression des femmes iraniennes envoyées par l'Iran, donc, a conduit à une recommandation en disant qu'il fallait faire du lobbying auprès des fédérations internationales pour que les règlements ne soient pas excluants mais inclusifs. Donc 1994, on entend pour la première fois le mot inclusif. Quelques années plus tard, quelques conférences plus tard, 2008, conférence à Oman, organisée par un réseau de 40 pays Femmes et Sport, qui promulgue la déclaration acceptée et respectée, qui dit qu'elles exhortent les fédérations à accepter les exigences islamiques, the Islamic requirements. Et ça, c'est adressé à toutes les fédérations internationales. Il y a des fédérations qui ont tenté de résister. Ça a été la FIFA, parce qu'elle est riche et qu'elle arrive à résister. Et ça a été, et c'est là où effectivement on voit l'autre intervention du côté argent, le prince Ali de Jordanie, qui se présente comme défenseur du droit des femmes à faire du sport et qui dit le voile n'est pas un signe religieux, mais c'est un signe culturel, donc ça ne va pas contre ni la règle 50, ni la loi numéro 4 de la Fédération française, la Fédération internationale. Et il présente son dossier et il arrive à obtenir la majorité. Et donc c'est comme ça que la Fédération internationale, sans modifier ses règles, de la même manière que le CIO n'a pas modifié la règle 50, envoie un règlement à toutes les fédérations nationales en disant qu'on peut permettre le port du voile. Donc on voit bien que la poussée idéologique précède la poussée économique. Les grandes firmes ne sont pas idiotes et elles savent saisir le moment où elles peuvent gagner de l'argent. Mais au départ, j'ai toujours pensé que ça soit le nazisme, que ça soit tout ce que vous voulez, toutes ces idéologies mortifères, il y a d'abord l'idéologie mortifère. Et après, il y a les monopoles et autres qui interviennent. Merci. J'ai vu qu'il y avait quelques questions d'ores et déjà dans la salle. Je vais commencer par vous, madame. Vous allez commencer plus exactement. Merci beaucoup. Alors déjà, je voudrais remercier Unité Laïque et Jean-Pierre Sakoun de nous donner cette opportunité, également à nous citoyens, d'avoir un échange avec les experts et les élus. J'ai moi aussi été très frustrée par cette première table ronde parce que j'ai trouvé que la discussion de Marie Perret était excellente et que malheureusement, si vous voulez, en se concentrant sur la question finalement de la mixité sociale, on ne s'était pas posé la question de savoir finalement quelle avait été la raison pour laquelle certains parents avaient retiré leurs enfants de l'école. Et je pense que c'est là une question importante pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Pour en revenir à la question du sport, alors vous dites, monsieur Boni-Ouladj, qu'une solution pourrait être le renforcement du service public. Et vous semblez penser que ce problème se situe même à côté des clubs sportifs. Alors je vais vous dire quelque chose dont j'étais le témoin oculaire dans un centre d'animation de la ville de Paris, un jeune garçon, peut-être 12-13 ans, vient demander un ballon à la personne qui est à l'accueil, donc qui travaille dans ce centre, qui lui répond « As-tu fait ta prière ?»
nous en sommes là. Donc il faut ne pas avoir, si vous voulez, la naïveté de penser. Il faut, je partage votre constat, Madame Eustache-Brinio, le problème est grave et, comme vous le disiez, Madame Sugier, nous avons toujours une guerre de retard. Et vous évoquiez les 3 volets que sont prosélytisme, communautarisme et radicalisation. Le prosélytisme, hélas, j'ai pu le voir lorsque j'ai été témoin de cet événement. Et depuis, j'ai essayé plusieurs choses pour signaler l'affaire. Je suis très heureuse d'avoir trouvé en Madame Hélène Bidard, qui est de votre groupe, Monsieur Bonnet-Oladj, une interlocutrice dont je pense, voilà, elle m'a assuré qu'elle allait se pencher sur cette question. Et je pense qu'elle va effectivement le faire. Mais je voudrais que nous n'ayons pas la naïveté de ne pas voir ce qui se passe. L'heure est grave. Je viens de ce pays que vous avez évoqué en introduction et je vous remercie d'en avoir parlé. Et moi, je dois tout en fait à l'École de la République et je vais essayer de ne pas être trop émue en parlant de tout cela. Mais vous voyez, en fait, j'ai assisté mercredi à la commémoration que Madame Hidalgo a organisée place de l'Hôtel de Ville pour dévoiler une plaque en l'honneur de Gino Mastroianni. Madame Hidalgo, dans son discours, n'a pas prononcé le mot de voile. Et vous devez pouvoir comprendre que je ne suis pas une obsédée du voile, mais cet aveuglement nous fait passer pour des obsédés de cette question du voile, mais il faut dire les faits. Il faut dire les faits, il faut les dire, parce que en ne le faisant pas, déjà on insulte toutes les personnes, non seulement en Iran, mais également Katia Bengana, qui en 94 et Amel Zenoun en 97 ont été tuées en Algérie, d'accord, parce qu'elles avaient refusé de porter le voile. Et il n'est pas possible de laisser ce combat aux personnes qui savent ce que c'est que la décennie noire en Algérie et qui connaissent le régime iranien. L'heure est grave, la France est précieuse, elle est précieuse pour tous les Français qui y sont depuis des générations, elle est peut-être encore plus précieuse pour les personnes qui ont trouvé refuge en France. N'abandonnons pas ces valeurs, c'est trop précieux. Merci pour cette intervention qui, de facto, n'appelait pas une réponse directe de la part de nos intervenants, je pense. Monsieur, je crois que vous vouliez intervenir. Oui, Jérôme Safar, donc je suis membre d'Unité laïque et je suis ancien premier adjoint au maire de Grenoble, mais avant l'actuel. Je préfère le préciser. Je vais quand même parler de Grenoble parce qu'on ne peut pas ne pas parler de Grenoble quand on parle de sport et du sujet dont on parle. Et ce matin, nous avons la chance d'avoir des parlementaires, et pas des moindres avec nous, des élus locaux. Et ça fait écho tout à fait à ce qui vient d'être dit. Je suis stupéfait de voir qu'avec ce qui se passe en Iran, pas un élu républicain, pas plusieurs, n'ont pris la plume pour interpeller le maire de Grenoble en lui demandant s'il pensait toujours que le voile, le burkini, vous l'appelez comme vous voulez, était un morceau de tissu comme un autre, parce que c'est ce qu'il a dit. Et que je pense qu'on parle ici d'argent, de rapports économiques, de soft power, de clubs qui sont quand même gangrénés, je pourrais vous parler de Grenoble très longtemps, depuis longtemps, et pas seulement en sport de combat, à propos de ces questions-là, mais nous ne mettons pas en face de leurs responsabilités des élus qui sont les pires ennemis de la République et qu'il faut maintenant dénoncer. On ne peut pas laisser seulement la foule huer celles qui, finalement, passent pour les tartuffes qu'elles sont. On doit aussi interpeller nos propres collègues sur non pas leur tartufferie, mais le danger qu'ils nous font courir, parce que ce qui vient d'être dit est vrai, et qu'ils font courir non seulement aux femmes, mais à l'ensemble de la société. C'était mon premier point, et si vous êtes prêts à faire cette tribune, je vous le dis très franchement, je suis prêt à vous prêter toute mon aide, et y compris à l'écrire, après vous en ferez ce que vous voudrez. La deuxième chose, c'est que nous sommes actuellement dans une discussion avec Marlène Schiappa à propos de la vie associative sur l'élaboration et l'obligation pour les associations de signer une charte dont certains articles font, si j'ai bien tout compris, parce que c'est un peu compliqué avec Marlène Schiappa, parfois on se perd un peu, de respecter justement les valeurs de la République et la laïcité. Actuellement, il y a un vent de fronde
qui commence à monter dans le milieu associatif, qui vise à dire on ne signera pas cette charte et on ne veut pas que nos subventions publiques soient conditionnées au respect des valeurs qu'on nous impose. Je vous le dis parce que ça monte, et ça commence à monter même très fort, avec un mélange parfois un peu détonnant d'associations qui font un travail social qui derrière cache énormément d'autres sujets, dont celui dont nous parlons. Et si je vous le dis, c'est parce qu'à Grenoble, j'y reviens, tout ça vient d'une association qui au départ est censée s'occuper de droit au logement, de droit à l'accès au logement. Et mademoiselle, vous venez de dire quelque chose de très important. J'étais aussi directeur de cabinet du maire de Villeurbanne, l'ancien, pas le nouveau. Et quand à Grenoble, les choses ont commencé, elles ont essayé de venir à Villeurbanne. Seulement, j'étais un peu plus informé que d'autres, donc j'ai alerté mon maire, qui est un vrai républicain, en lui disant attention. Et je ne suis pas sûr d'avoir, moi, emporté le morceau. Mais je peux vous dire que ce qu'il a complètement décidé à dire à l'Alliance citoyenne, pas ici, pas chez moi, et pas comme ça, c'est le nombre de femmes qui l'ont interpellé dans la rue et qui lui ont dit, monsieur le maire, nous avons élevé nos filles en France. Nous avons quitté l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, vous pouvez citer tous les pays. Nous sommes libres de ne pas mettre le voile ici. Surtout, ne nous faites pas le coup de dire qu'au nom de la liberté d'expression, vous allez lâcher sur le voile à la piscine, parce que c'est ça. Et je crois qu'à un moment, il faut aussi qu'on arrête de se payer de mots entre élus. Il faut mettre en face de leurs responsabilités les élus qui n'ont pas auraient cédé faute de savoir, qui ont volontairement ouvert la porte et qui continuent à le faire. Il faut les mettre devant leurs responsabilités et le faire nettement, sans aucune échappatoire possible. Ces gens-là ont des responsabilités et je le dis d'autant plus que les Grenoblois laïcs, aujourd'hui comme d'autres, ont besoin de cette aide-là venant de l'extérieur. Il faut interpeller ces élus-là. Merci. Madame la sénatrice, je voulais réagir et je crois que monsieur le sénateur également dans un second temps. Oui, bien évidemment, je partage vos propos sur le fait que les élus ont leur part à prendre et peut-être la première place à prendre, vraiment. Vous rappelez que Éco-Citoyenne est un petit maillon d'une chaîne bien organisée, on le connaît, on sait, mais en fait, quand on travaille sur ce sujet, et c'est pour ça qu'il y a aussi un certain nombre d'élus qui ne cherchent pas à comprendre ou qui ne voient pas les choses. De toute façon, dans les villes où tout ça s'installe, il y a un véritable écosystème qui s'installe. Moi, j'ai travaillé sur d'autres villes et vous voyez très bien que ça fonctionne pareil partout. Tout part de la mosquée avec une association et puis on voit après autour une association qui s'occupe du soutien scolaire, une association qui s'occupe des mariages, une association qui s'occupe de tout ce qui est obsèques, etc., une association qui a comme objectif le caritatif, l'aide aux plus démunis, une association qui s'occupe du logement. Ça fonctionne comme ça partout où ces écosystèmes s'installent. Et ces écosystèmes, ils ne sont pas qu'à Grenoble. Je vais le dire avec objectivité, il y en a à Valence, donc voilà, et il y en a partout. Et c'est à ça que nous devons faire attention. Il faut vraiment regarder comment ça fonctionne. Et quand vous regardez ce système associatif, donc sport, hein, le sport aussi bien évidemment, et quand vous regardez ça, vous avez toujours les mêmes noms qui se croisent, un petit clan avec des noms que vous retrouvez, le père, le frère, la sœur, la grand-mère, et vous avez cet écosystème qui se construit. La France en est là. La France en est là et nous devons combattre. Et cette charte, moi, l'engagement, comment on a appelé ça, Marine Schiappa, le contrat, etc., voilà. C'est pas ça qui va tout régler. Mais c'est ce qui va aussi, c'est ce qui normalement devrait être la condition pour toucher des financements publics. Donc ça a un intérêt quand même. Ceux qui ne signeront pas n'auront plus d'enseignement. Moi, j'aurais été beaucoup plus loin que ça, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Ça ne va pas tout régler, mais en tout cas, en matière de financement public, ça va régler des choses. À part ça, je voulais juste dire qu'il s'est passé quand même quelque chose d'intéressant hier à Strasbourg, au Parlement européen, où un élu, je ne veux pas faire sa pub, a proposé un amendement qui permettait de ne pas donner de financement à des associations qui mettent en grand dans leur pub des filles avec le voile et le hijab. Sincèrement, je trouverais que l'argent de l'Europe, elle ne doit pas financer ça. Eh bien, cet amendement n'a pas pu être validé parce que plus de 38 élus, alors voilà, et plutôt de gauche, il faut quand même le reconnaître, hein, socialistes, Europe Écologie Les Verts et Renaissance aussi,
se sont levés pour empêcher que cet amendement soit signé. C'est hallucinant quand même. Les affiches qu'on a vues depuis quelques mois qui viennent de la communauté européenne, elles sont scandaleuses. On va à l'école, y compris avec une petite fille voilée, il y a 15 jours. Eh bien, on a quand même, au sein du Parlement européen, des élus qui ne sont pas d'accord pour supprimer ces subventions-là. Il serait venu bon, c'était un élu de droite, bon, moi je m'en fous, ça aurait été un élu de gauche qui propose cet amendement, ça aurait été pour moi le même combat. Eh bien voilà. Donc je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement important ça. Et aujourd'hui, dans notre pays, il faut que nous arrivions à dénoncer et décortiquer tout ce qui s'installe, tout ce qui diffuse par le milieu associatif, parce que ces écosystèmes, ils sont dangereux. Et vous savez pourquoi ils sont dangereux? Je finis juste ça. Parce qu'ils sortent des quartiers entiers de la République. Ils sortent des quartiers entiers de la République. Donc c'est ça le combat. Monsieur le sénateur, allez-y, je vous en prie. Merci. En quelques mots. Excuse-moi d'avoir trop Non, parlé. je t'en prie, Jacqueline. Comme on est un peu avant le repas, moi, je me lâche en espérant que l'apéro va faire oublier mes propos un peu extrémistes, mais Jacqueline me connaît. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'ennemi reste le cléricalisme. Il faut revenir à ça. Qu'est-ce qui se passe? On a une dissolution de l'État, une dissolution du respect de la loi au profit de ceux qui prennent la religion comme un élément de domination de la société, des individus, dans toutes les religions. La religion musulmane, plus qu'une autre en ce moment, sans doute, mais dans toutes les religions. Moi, j'ai regretté, Madame Sugier, j'ai entendu votre discours sur la mixité qui est fondamental. Fondamental. C'est le combat qu'on doit mener là, maintenant. Voilà. Et quand on a discuté sur la loi portant renforcement des principes de la République, j'ai considéré que mettre dans un contrat d'association ce qui est déjà la loi, ça n'avait aucun intérêt. Je ne vois pas comment une association peut s'exonérer d'elle-même de l'application de la loi. En revanche, mettre des choses qui allaient un peu plus loin, comme la mixité, ça c'était essentiel. Et moi j'ai porté un amendement pour que dans ce contrat, il y ait l'obligation de mixité pour tout le monde, pour toutes les associations, quelles qu'elles soient. Bon, mon amendement n'est pas passé, mais je reviendrai à la charge. Mais je pense sincèrement que c'est un combat majeur. Voilà. Et par rapport à l'école, même chose. Je ne comprends pas comment des écoles hors contrat peuvent exister. Pour moi, ce n'est pas possible. Pas possible. Qu'il y ait du contrat, qu'il y ait des écoles privées, je l'accepte. Ouais, je l'accepte. Avec difficulté, mais je l'accepte. Comme M. Blanquer, j'essaye de respecter la Constitution. Mais qu'on puisse permettre l'école à la maison et les écoles hors contrat dans un système républicain, je ne le comprends pas. Voilà. Madame, sur notre gauche. Oui, je voudrais poser une question à Annie Sugier, Anne Salzer, d'Unité laïque. J'ai la particularité aussi dans la vie civile d'être avocate. Vous parliez donc de votre intervention au nom de la Ligue internationale du droit des femmes auprès du Conseil d'État. Donc sur l'affaire précisément des hijabeuses, on a vu qu'il y a eu un parcours en procédure accélérée qu'on appelle en référé, mais elles ont quand même initié quelque chose au fond, c'est-à-dire la procédure au fond devant le Conseil d'État. Je voudrais avoir votre sentiment sur justement le Conseil d'État, les rapporteurs. Est-ce qu'ils ont une conscience de l'outil juridique pour essayer aussi de contrer tout cela à l'aune de vos combats menés et donc des mémoires qui sont déposées par Monsieur Thiriez? Je ne suis pas juriste, mais ce que je peux dire, c'est que c'est très récemment, grâce à l'intervention de maître Frédéric Thiriez, qui s'est vraiment mis à notre disposition sur ce sujet-là, que nous avons pu développer notre argumentation. Alors, ce que je trouve très important, justement, c'est qu'au plus haut niveau de l'État, nous ayons pu exprimer notre position. C'est-à-dire que nous avons de la visibilité à ce niveau-là. Pour l'affaire du Burkini,
on a obtenu gain de cause, mais pour l'affaire des hijabeuses, c'est encore en cours. C'est-à-dire que si le Conseil d'État donne tort à la Fédération française de foot et qu'elle doit retirer de son article 1er l'obligation de neutralité, qui est un principe fondamental du sport. N'oublions pas que l'olympisme, qui chapeaute finalement la plupart des fédérations dites olympiques, est fondé sur la trêve olympique. C'est l'idée qu'on laisse au vestiaire ses convictions diverses et variées. Donc, si le Conseil d'État donne tort à la Fédération française de foot, qui tient tête à la Fédération internationale, puisqu'elle a cédé, sans pour autant modifier la loi, mais elle a cédé, eh bien, tout s'effondre. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire ce que j'en pense, puisque je ne sais pas quelle va être la décision. Et que nous l'attendons. Alors, nous savons que le gouvernement a rendu un avis conforme à ce que le Conseil des sages de la laïcité a écrit, c'est-à-dire dans le sens de la Fédération française de foot et de la règle 50. Ça a été la dernière chose qu'a signé M. Blanquer en tant que ministre. C'est la position du gouvernement. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle est crucial pour aller plus loin si la Fédération française de foot est confortée, que toutes les fédérations imitent la Fédération française de foot. Donc, vous voyez que le moment est important et que je ne sais pas ce que dira le Conseil d'État, car il y a une grande variété de positions au sein du Conseil d'État. Voilà. Est-ce que je puis juste apporter même pas un complément d'information, mais tout de même, je suis Linda Veil-Curiel. Voilà. Je suis membre, donc, secrétaire générale de la Ligue du droit international des femmes et avocate. Figurez-vous que à l'audience contre le Burkini, on retrouvait je ne dis pas nos ennemis, mais nos adversaires de toujours, et cela remonte à très loin, la Ligue des droits de l'homme, qui s'est constituée aux côtés de la mairie de Grenoble. Et vous voyez, et évidemment, avec les hijabeuses. Et quand je dis que ça remonte à très loin, figurez-vous que j'ai été l'avocate qui avait obtenu en quelque sorte que le code pénal s'applique en matière d'excision et que ça soit considéré comme un crime. Qui retrouvais-je en face de moi pour protester? La Ligue des droits de l'homme. Voilà, c'est toute une façon de penser que l'on doit aujourd'hui combattre. Et espérons que le Conseil d'État suivra la bonne pente. Encore une question avant que... Monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour, je vous remercie. Théophile Lazarus, adhérent Unité laïque et secrétaire général de Gavroche Média. Alors j'aimerais donc revenir sur quelques petits points, alors notamment à vous, monsieur Ouzoulias. Vous avez dit que l'ennemi était plus globalement aussi le cléricalisme. Alors je ne suis pas en désaccord avec vous, effectivement, la question, le catholicisme encore a des relents de radicalité qui commencent à revenir avec sa décrépitude. Et je suis aussi choqué du fait qu'il y ait encore chez les communautés juives que je vois quand je sors dans le 16e, des enfants avec des kippas, ce qui me choque énormément en dehors des fêtes religieuses. Mais sur la question de l'islam, vous avez parlé de clergé, y a-t-il un clergé dans l'islam? Pour les chiites, oui, mais après, est-ce que c'est possible d'avoir une action anticléricale à propos de l'islam, notamment radical? Ça, j'en suis pas persuadé. Ensuite, Madame Eustache-Brignot, je me trouve un peu en désaccord sur votre position vis-à-vis de François-Xavier Bellamy, dans le sens où... Excusez-moi, on n'a pas entendu de... On vous entend mal, vous parlez un peu plus fort et vous aviez interpellé Madame la sénatrice. On n'a pas entendu sur quoi précisément, excusez-nous. Oui, sur l'intervention au Parlement européen de François-Xavier Bellamy, sur l'interdiction du hijab dans les campagnes de communication. Il faut dire quand même que
ça vise précisément un objet particulier qui appartient à un mouvement particulier, d'une religion particulière. Ce qui est donc pas spécialement laïque, puisque si c'était une position qui était vraiment laïque, dans ce sens-là, il aurait demandé l'interdiction de tous les signes religieux dans les publicités européennes. Et du coup, je pense que se mettre sur la position de François-Xavier Bellamy là-dessus, et le regretter, alors que François-Xavier Bellamy, quelqu'un qui a beaucoup de liens avec le catholicisme traditionnel, qui soutient la résurgence du catholicisme, c'est pas forcément, je pense, le meilleur angle d'approche pour une approche laïque de la question. Alors, je vais vous répondre, moi, sur François-Xavier Bellamy. Ses convictions personnelles ne m'intéressent pas. D'ailleurs, les miennes, vous ne les connaissez pas. D'accord ? Bon, voilà, ça n'a aucun intérêt, les convictions personnelles de François-Xavier Bellamy. Il peut être n'importe quoi, et ça le regarde. Parce que, tiens, c'est important ce que vous dites, la religion, ça doit rester du privé. Donc voilà, les choses, elles sont claires pour moi. Mais je suis désolée, est-ce que vous avez eu des affiches payées par l'Europe avec des petites filles catho, avec un voile qui va à la messe? Moi, j'en ai pas vu. J'ai pas vu non plus de petites filles ou de petits garçons juifs avec une kippa sur des affiches payées par l'Europe. Donc, il faut quand même de temps en temps avoir l'honnêteté de dire qui, aujourd'hui, favorise ce communautarisme. Enfin, on ne va pas tout mélanger. Il y a un communautarisme islamiste qui menace l'équilibre d'un certain nombre de pays, parce que, évidemment, nous l'avons en France, mais nous l'avons en Europe partout. Voilà, posons qui sont nos ennemis de la laïcité et de la République. Les choses sont très claires pour moi. Ça ne me pose aucun problème. Désolé. Merci, Madame la sénatrice. Avant de conclure, je voudrais que notre président de séance, s'il l'accepte et le souhaite, Monsieur le sénateur, puisse nous dire 2 mots. Oui, alors je vais quand même pas avoir la prétention de résumer l'ensemble des échanges qui ont eu lieu parce qu'ils ont été nourris et très riches. Et merci, non, simplement remercier par la qualité de vos interventions et des apports qui ont pu être faits. Et puis de l'interaction avec la salle, je pense que c'était aussi une volonté de pouvoir interagir avec vous, vous remercier et puis lever cette seconde table ronde avant de laisser la parole à Monsieur Sakoun pour l'annonce de la suite du programme, si je ne me trompe pas. Alors, quelques informations. Tout d'abord, je vais me permettre, profitant de ma situation de président, être le dernier à prendre la parole, de répondre quelque chose à notre ami Théophile Lazarus. La question du voile sur l'Europe, ce n'est pas avant tout une question de laïcité, c'est une question d'égalité entre les hommes et les femmes. Et à ce titre-là, on peut parfaitement s'attaquer à la question du voilement des femmes sans mettre en cause toutes les autres religions. C'est avant toute chose une question d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, deuxième point, alors là on passe aux choses beaucoup plus pratiques. On a dépassé, mais on avait prévu un peu de temps pour cela. Nous reprenons à 14h30, comme nous l'avons fait ce matin à 9h30, sans une minute de retard. Donc il faut que tout le monde soit de retour. La salle ferme à clé, donc vous pouvez y laisser vos affaires, ce qui a l'avantage de faciliter l'entrée au retour, puisque vous devrez de nouveau passer par l'ensemble des contrôles. Et je remercie tous les orateurs de ce matin et j'espère que nous continuerons dans la même veine cet après-midi. À tout à l'heure et bon déjeuner.